Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Je m'aperçois aujourd'hui que malheureusement, cette vidéo n'avait pas été enregistrée, donc je vais devoir le faire. On a déjà parlé à maintes et maintes reprises dans différentes vidéos de cette thématique dont on va parler aujourd'hui, qui est donc la réciproque aux structures d'excès haussier, que vous connaissez tous, celles-là, les bulles spéculatives, les différentes étapes qu'elles prennent en termes de psychologie et... Bon, ça je le réserve plutôt pour les phases avancées de la formation, où vous apprendre quelles sont les étapes spéculatives de la bulle spéculative, c'est-à-dire comment trader les bulles spéculatives avec une forme de gestion du risque. Mais ce n'est pas du tout le sujet de celle-là d'émission. Donc pour faire simple, je vous mets surtout celle-là pour vous faire comprendre donc, ce dont on va parler aujourd'hui, la psychologie des bottoms par excès. D'accord ? Ce n'est ni plus ni moins que la réciproque de cette pattern-là. C'est de dire, c'est l'essentiel à retenir de cette pattern, à défaut de chercher à la trader, etc., ce qui est assez compliqué, c'est donc de comprendre qu'on va avoir une déviance à la valeur extrêmement forte, d'accord, qui va pousser les prix dans des territoires complètement stratosphériques, associés donc effectivement à différentes émotions qui sont dues à un déplacement du prix et une très mauvaise perception de la valeur, qui va donc causer derrière un rattrapage des prix assez brutal, et donc cette espèce de forme d'oscillation de l'émotion associée, donc où on amplifie les émotions positives, puis derrière les émotions négatives sont extrêmement amplifiées. On passe clairement, donc comme on a dit, de greed, new paradigm à denial, qui est un peu gentil, puis la peur, puis capitulation, puis désespoir, et traversée du désert, etc. Comme on l'a dit, derrière, effectivement, c'est ni plus ni moins qu'un écartement très violent de la valeur. Le principal problème dont on va parler ici immédiatement, c'est que si on doit donc se confronter à la stratégie donc inverse, qu'il s'agit donc ici d'une dégradation du prix très en lien avec une dissension par rapport à la valeur, donc là encore il s'agit de savoir valoriser correctement les actifs. Alors il y a différents modèles ici, et c'est vrai que valoriser un actif c'est un petit peu plus difficile à faire que de juste étudier son prix. Mais donc il s'agit donc de comprendre que la pattern ici opposée, elle est liée à ce même contexte de dissension par rapport à la valeur. Il faut quitter la zone de valeur assez significativement. La deuxième chose qui rend ces patterns assez intéressantes dans leur constitution, mais qui auront encore une fois des stratégies légèrement différentes, c'est de comprendre qu'il y a une forme d'asymétrie inhérente à ce truc-là, qui est que la structure de prix a un plancher intrinsèque qui est 0. Les prix ne peuvent pas baisser sous 0, bon, sauf cas extrême du pétrole en négatif, etc. Mais hormis ça, les prix s'arrêtent à 0. Donc quelque chose qui n'a plus de valeur vaut 0. Ce qui donc ici, normalement, ne doit pas être le cas, puisqu'on parle encore une fois d'actifs dont on est capable d'apprécier la valeur, puisque c'est la base de ce schéma. On doit être capable d'apprécier la valeur de cet actif pour pouvoir en différencier une déviance à la moyenne. Ok, donc le délire ici, c'est de dire, par contre, l'asymétrie principale, c'est que donc comme le plancher d'un actif, c'est 0, alors qu'il n'y a pas de plancher maximal, on dit encore une fois souvent ici, c'est l'imagination de la connerie humaine et l'auto-entretien de boucles de rétroaction positive qui, tout simplement, arrivent à un moment donné à un point de rupture dans lequel ces boucles de rétroaction n'arrivent plus à être autosuffisantes et tout simplement, l'échec d'alimentation de ce mécanisme spéculatif, lié effectivement à une dissension folle à la valeur à un moment donné, fait que tout simplement tout ce petit monde s'écroule et les boucles de rétroaction précédemment positives créent des boucles de rétroaction extrêmement négatives qui sont souvent, donc comme on l'a dit, créées non pas par des boucles de rétroaction techniques, mais par des boucles de rétroaction principalement psychologiques. Et bien en fait, si on prend tout ça et qu'on donc schématise tout ça pour construire un modèle inverse, qui est donc un écartement à la valeur extrêmement fort à la baisse, eh bien, il faut donc trouver un contexte. Ici, ce qui nous pousse, c'est donc des boucles de rétroaction positives. Souvent ici, on le voit, c'est une réduction drastique du supply et une augmentation stratosphérique de la demande jusqu'à ce que ces boucles de rétroaction deviennent elles-mêmes auto-alimentées, c'est-à-dire que la demande devient de plus en plus spéculative, ce qui réduit le supply, ce qui fait donc monter le prix de plus en plus vite, ce qui attire des demandes de plus en plus spéculatives, ce qui réduit de plus en plus le supply, etc., etc. Dans l'histoire d'ailleurs, c'est la dernière bulle en date reste encore celle du Bitcoin, dans laquelle clairement la disparition du supply prise par des demandes de plus en plus spéculatives s'est arrêtée net le jour où le CME a introduit des produits dérivés sur le Bitcoin, permettant donc quoi ? D'introduire un supply qui n'existait pas. La solution à la bulle Bitcoin, ça a été de dire on va augmenter le supply de façon artificielle via des produits dérivés et la spéculation, aussi effrénée soit-elle, ne pourra pas suivre. Et c'est clairement le jour de l'introduction de ce CME qu'on a marqué l'entrée du bull market
en bear market, que moi j'appelle tout simplement un crack, qui n'est ni plus ni moins que la récompense, la boucle de rétroaction négative alimentée par des pressions psychologiques qui ramènent le prix vers la moyenne. Encore une fois, ça ne change rien à la direction moyen terme. Le schéma bull-crack n'est qu'une distorsion du prix qui ne change rien à la situation de valeur. Ça, c'est tout ce qu'on doit comprendre pour taper sur la stratégie inverse. Donc comme on l'a dit, il y a plusieurs facteurs qui font qu'on n'aura pas de situation symétrique. Il ne s'agit pas de prendre ça et d'inverser le graphique. Hein, ce serait bien trop facile, puisqu'on l'a dit ici, quelle est la principale différence qu'il va y avoir entre les deux? C'est que d'un côté haussier, il n'y a pas de limite, d'un côté baissier, il y a la limite intrinsèque du plancher 0. Donc là encore une fois, ce qu'on va obtenir en renversant ce schéma-là, donc un schéma de baisse très forte dans le cadre d'un écartement significatif à la valeur, eh bien ce qu'on va avoir ici, c'est que de toute façon, on ne peut pas atteindre 0. Donc le principal truc qui peut causer ces choses-là, ce sont donc des boucles de rétroaction négatives. La question est de se poser la question, quel type de boucles de rétroaction négatives peuvent shifter les prix très violemment. Moi j'en connais deux qui fonctionnent effectivement relativement bien et qui permettent de créer ces patterns. C'est principalement celle de l'aspect dépressif de l'économie. C'est-à-dire, on l'a vu dans une autre émission, la dépression, ça vient de la conjonction de deux éléments, c'est-à-dire une récession économique. Si on se plaçait sur un axe de croissance économique, on est donc inférieur à 0, on est en décroissance économique. Mais quand on va associer la décroissance économique à une baisse des prix, c'est-à-dire que si on prend derrière l'axe des prix, on a des prix qui baissent, on est en déflation. Donc la déflation plus la décroissance, ça crée un environnement économique dépressif. Et plus cette dépression est élevée, plus des boucles de rétroaction négatives sur les prix vont faire apparaître ces structures de déviance à la moyenne. Là encore, il s'agit de parler d'actifs dont on peut espérer et estimer une valeur moyenne. Des actifs qui n'ont aucune valeur tendront toujours vers 0. Mais des actifs qui ont une valeur et qui vont être pris dans ces boucles de rétroaction négatives, donc des attentes de croissance baissière et des prix qui baissent, créent une auto-alimentation de la baisse des prix. Puisqu'au final, plus personne n'achète puisque les prix baissent, donc on se dit qu'on va pouvoir acheter moins cher, et en attendant, le fait de ne pas acheter fait qu'il ne se passe plus rien, donc les prix baissent et l'activité économique se ralentit et les prix continuent de baisser, du coup on se dit qu'on peut acheter moins cher, etc., etc. Ce qui met fin à cette pattern, c'est généralement tout simplement la fin de ces boucles de rétroaction. C'est-à-dire qu'il vient un moment où de toute façon les prix sont suffisamment bas, on retrouve de la consommation, etc. C'est un mécanisme qui a une fin, puisque comme on l'a dit, c'est la principale des distorsions entre la bulle et l'effondrement de la valeur, c'est qu'on a un plancher intrinsèque à ces structures, ce qui n'est pas le cas de la bulle haussière, qui est de toute façon vouée à échouer, mais dont on ne peut pas prévoir le point de bascule. Donc il y a bien un point de bascule, c'est le moment où tout simplement la boucle de rétroaction atteint une nouvelle forme d'équilibre. C'est très important à comprendre, ok ? Puisque c'est ce qui nous permettra de différencier les différentes étapes dans lesquelles justement cet équilibre va être possiblement tradable en termes de stratégie de trading. Le deuxième contexte dans lequel ça se produit généralement, c'est celui qu'on vient d'ailleurs de connaître ces derniers mois sur les cryptos, c'est un schéma de liquidation. La liquidation et particulièrement donc les liquidations en cascade, c'est-à-dire une liquidation en entraînant une autre, puis une autre, puis une autre. On obtient donc un effet boule de neige dans lequel ces liquidations sont de plus en plus grosses. On commence par une petite, mais elle a des effets collatéraux extrêmement dangereux, puis intervient une deuxième liquidation de plus en plus grosse, ça génère des effets collatéraux et on a une liquidation extrêmement grande. Comprenez encore une fois que ce schéma est une auto-alimentation parabolique, laissant systématiquement à penser que la liquidation suivante sera encore pire, donc les prix vont baisser encore plus, etc. Alors que, on l'a dit juste avant, il y aura un niveau plancher à partir duquel ce mécanisme-là ne pourra plus fonctionner. Soit parce qu'au bout d'un moment, les prix sont sous les coûts de production à un moment donné, donc ils vont arrêter de baisser, soit tout simplement parce qu'ici, on va arriver mécaniquement sur le fait que cette auto-alimentation des boucles spéculatives de liquidation vont s'arrêter. Tout simplement, il n'y a plus assez de liquidation ou il n'y a tout simplement pas assez de risques à liquider. Donc ces mécanismes-là sont auto-alimentés par des croyances qu'ils vont se perdurer, etc. Comme on l'a vu, dans une situation dépressive, on pense que les prix vont baisser systématiquement et durablement, alors qu'encore une fois, il y a bien un plancher. C'est la même chose pour les liquidations. Le point de vue spéculatif, du coup, donc de cette pattern, tout comme la rétrospective ici, c'est de dire, c'est très difficile d'imaginer le moment où on entre en désillusion, new paradigm, mais c'est principalement de dire qu'il y a un mécanisme qui va
interrompre ce truc-là. Et on va passer des émotions positives, tout simplement, aux émotions négatives, par le changement de prix. C'est exactement la même chose qu'on va voir ici. C'est-à-dire que la première des choses, c'est qu'effectivement, tout le monde suit. Le marché est en train de baisser en ligne droite, la moyenne est quasi verticale. Le narratif revient à dire, tout simplement, n'attrapez pas le couteau qui tombe, ne cherchez pas à anticiper le bottom, etc., etc. L'erreur number one, c'est que la plupart des gens ici vont se positionner acheteurs avec des leviers. Et ça pose pas mal de problèmes, puisque qu'est-ce que ça fait? Ça alimente la fameuse boucle de liquidation. L'étape numéro 2, c'est donc le point d'équilibre. C'est le moment où clairement, cette volatilité qui était auto-alimentée par des phénomènes, donc soit économiques, soit plutôt de l'ordre de la liquidité, vont donc tout simplement s'arrêter. On arrive sur les planchers soit de valeur, on ne peut plus baisser les prix, soit concrètement, il n'y a plus rien à liquider. À ce moment-là, le narratif, c'est généralement celui-là. C'est une pattern de continuation baissière classique avant la prochaine liquidation. C'est l'extrême équivalent de dans la bulle. Les gens s'imaginent que la première baisse, qui ressemble à un crack, qui est extrêmement violente, c'est un pullback. C'est une super occasion de se remettre dedans. De toute façon, on va retourner en ATH après. L'erreur number one ici, c'est de se faire liquider ses achats en levier ou pire, d'entrer carrément vendeur en pensant que de toute façon, ça va continuer à liquider. Il y en a encore beaucoup d'autres à venir. Ok, bon, l'étape 3, on est toujours sur des étapes préliminaires, ici il n'y a pas de certitude à ce stade-là, la structure est cassée, mais c'est donc assez essentiel. Généralement, ici, c'est de comprendre que c'est là où on va avoir la première dissension par rapport au crack. Le crack, en général, on a ici une baisse très significative et très verticale. Il s'agit vraiment ici de marquer les esprits, mais pas suffisamment, dans le sens où généralement on rebondit assez vite de ces phases de crack, pour ne pas, encore une fois, laisser la cicatrice trop longtemps. Le but étant ici, donc, de voir ce fameux rebond de la phase espoir. C'est ici que le marché a clairement envoyé un message, mais les gens l'ignorent. Ici, c'est légèrement différent. Le message, ça va être, clairement, votre situation de consolidation, elle n'est plus là. On n'est pas du tout dans une continuation de la pattern, on est dans une invalidation de vos structures de continuation. Et tout comme ici, la plupart des gens qui sont longs dans le marché refusent la perte, eh bien ici, on va voir la même chose. Le principal problème dans cette pattern, c'est que beaucoup de gens qui vont être short sur le marché crypto pensant que les patterns vont continuer de baisser, comme j'ai dit, ceux qui s'imaginent que de toute façon, il y a un nouveau plus bas, donc ça peut être limite intéressant de vendre ces cryptos pour les racheter moins cher, ou dans ce cas-là, je prends des stratégies de couverture sur des produits dérivés, ou pire, je vends carrément à découvert, ce qui me permettra de financer des achats moins chers plus bas. Toutes ces stratégies, pour moi, un peu débiles, mais voilà. La sortie par le haut, donc cette étape 3 s'est déjà produite par exemple sur Ethereum et sur Atom, et évidemment donc le narratif s'oriente très vite sur c'est une pauvre cassure technique qui ne fait qu'élargir le range ou peu importe, et le principal erreur c'est donc de refuser la perte, qui est associée à la sortie haussière de la structure technique. L'étape numéro 4, étape cruciale de cette pattern, puisque c'est là que la validation ou l'invalidation de cette pattern vont se produire. Donc c'est effectivement ici que l'indécision est la plus élevée, c'est le moment où les prix retournent chercher la moyenne. Moyenne qui normalement est complètement baissière. Elle a des fois une tendance à s'être légèrement aplatie, mais la plupart du temps on vient attaquer une moyenne qui est juste complètement verticale. Donc c'est effectivement très très négatif en termes de sentiment. Le narratif va généralement être le retour à la moyenne est une superbe occasion de vendre. Et c'est normal, et c'est compréhensible. Par exemple, ici, dans une stratégie de tendance baissière, de vraie tendance baissière, on l'a dit ici, le principal problème, c'est qu'on a une valeur qui monte, qui est mesurable, et on n'avait pas de raison technique de baisser autre que des boucles de rétroaction négative. Mais il y a bien des schémas techniques de tendance baissière qui se produisent parfois, et dans une tendance baissière, clairement, ce repli à la moyenne sera une très belle occasion de se repositionner dans le sens de la tendance, c'est la zone de fameux pullback. Donc bien de comprendre que ici, d'un point de vue technique, ceux qui font le choix stratégique de la tendance baissière, qui peut être justifiable, des moyennes orientées à la baisse, des prix qui baissent, plein de gens vont avoir ces stratégies en tendance. Donc c'est là où normalement il va être très difficile d'obtenir un consensus. Ici, on a à la fois les gens qui vont dire clairement c'est n'importe quoi, on a liquidé, maintenant on va remonter, et vous avez tout autant d'arguments techniques justifiables de dire non, on a un repli à la moyenne avant un nouveau plus bas. C'est généralement l'argument narratif de la tendance qui l'emporte, c'est-à-dire il vaut mieux ici être vendeur. Et c'est totalement compréhensible, parce que c'est clair qu'ici, il ne faut pas être acheteur. C'est pas ici qu'on achète. C'est juste de comprendre que effectivement, vendre ici va probablement constituer une perte dans la stratégie si on est effectivement dans un bottom par excès. L'erreur numéro 1, par contre, ce sont
d'enchaîner les erreurs. C'est-à-dire que celui qui est rentré short, qui aura refusé le stop loss et qui va renforcer ses positions short ici, commet une grosse erreur stratégique. Lui, il est clairement en train d'augmenter son exposition vendeuse dans un marché qui va probablement se reprendre. L'étape 5, c'est l'étape qui entérine le démarrage de la pattern. Tout comme, quand je vous le dis, après l'effondrement spéculatif, le dead cat bounce, s'il rejette, est pour moi le moment où de toute façon c'est terminé. La pattern de crack ne pourra plus être arrêtée. Les aspects psychologiques associés à l'effondrement de la valorisation, dus aux aspects psychologiquement négatifs, vont de toute façon s'auto-alimenter maintenant. Les fameuses boucles de rétroaction positive sont en train de devenir négatives. Ces mêmes schémas sont inversés dans cette pattern. À partir du moment où la moyenne est récupérée et où les prix vont opérer la sortie haussière d'un range, puisqu'on l'a dit, l'étape 4 se constituera souvent comme un range dont la structure est très imprévisible. Soit on oscille autour de la moyenne, soit on oscille au-dessus, soit on oscille dessous, mais il y a la constitution d'un range dont les niveaux de retracement sont généralement relativement faibles. C'est pas, ici, on ne vient pas rechercher le point bas, etc. Donc ça range, plus ou moins proche de la moyenne, et après donc la sortie haussière de ce range entame l'étape 5, c'est-à-dire la continuation au-dessus de la moyenne. Là, généralement, l'argumentaire est que ceux qui ont tradé ça en termes de pullback vont prendre un stop loss. Et radicalement, leur psychologie va changer, et c'est normal. L'invalidation de leur stratégie va les amener à clairement revoir le scénario. À ce moment-là, ils vont donc trancher, et la plupart du narratif s'orientera pour dire « Bon, ok, le bottom est fait, mais effectivement, maintenant, on est au-dessus des moyennes, c'est pas maintenant qu'il faut acheter. Attendons un repli majeur avant d'acheter. » Le principal problème, c'est qu'ici, à ce stade-là, l'état réel du marché, c'est qu'il y a énormément de gens qui étaient short et qui n'ont pas coupé leur position, voire les ont renforcées, et qui verront chaque hausse de marché comme une opportunité de continuer à renforcer. Et c'est là que la pattern se referme. Les boucles de rétroaction négatives qui faisaient baisser les prix font que la plupart des gens, en fait, ont réussi à se retourner le cerveau, sont aujourd'hui net vendeurs d'un marché qui va retourner à la valeur, et le pire, c'est que ces gars-là vont lutter. Et ils vont auto-alimenter la réduction de la volatilité et l'appréciation des prix. L'étape 6, c'est la plus dangereuse puisque c'est le moment où clairement la moyenne, après s'être réaplatie, va constituer une repentification haussière, alors que les prix, eux, continuent de monter, alors que les consolidations sont de plus en plus courtes et de moins en moins profondes. La volatilité s'éteint alors que les prix et la moyenne continuent de monter. Là, clairement, c'est le moment où, je vous le dis, la plupart des longs vont être liquidés et cette pattern s'arrête généralement à partir du moment où les longues commence à se convaincre que de toute façon, il n'y aura pas de repli et que comme ce repli, que le bottom est déjà fait et que comme il n'y a pas de repli, autant se positionner acheteur en retard. Cette pattern s'alimente généralement quand on retrouvera une forme d'équilibre entre ceux qui sont short et qui se font liquider et les entrées acheteuses. À partir du moment où le volume redevient acheteur, ce qu'on voit généralement sur cette pattern, c'est un écrasement du prix et de la moyenne qui se rejoignent. Ce qu'on voit généralement dans cette pattern-là, c'est que la zone d'équilibre se situe plus ou moins à 50% entre la baisse, c'est-à-dire à la médiane du flux baissier. Donc, c'est assez important de comprendre cette pattern. C'est de comprendre que tout comme cette pattern-là crée derrière ses propres boucles de rétroaction négatives à partir du moment où on a passé le point critique du dead cat bounce, cette pattern va se refermer sur elle-même avec des boucles de rétroaction positives qui vont pousser les prix à la hausse à cause des liquidations des mecs qui sont short et du fait, comme on l'a dit, que de toute façon, le plancher ici ne peut pas atteindre la valeur 0. Donc, il y a un plancher structurel qui va effectivement alimenter des investissements de toute façon. Investissements puisqu'on peut placer des stop-loss ou tout simplement on achète spot. Ce qui n'est pas le cas et ce qui rend beaucoup plus difficile l'éclatement des bulles puisque le prix peut théoriquement monter à l'infini et spéculer à l'inverse de ces bulles nécessite de vendre à découvert, c'est-à-dire qu'il s'agit de vendre quelque chose que vous ne possédez pas, ce qui n'est ni plus ni moins qu'une promesse de rachat obligatoire et formalisée. Quand vous shortez, vous êtes obligé d'acheter. Et la limite est à l'infini à la hausse. Donc le risque de shorter une bulle est bien plus grand que n'est le risque de racheter ces patterns d'écartement à la moyenne, enfin d'écartement de la valeur dû principalement, et ça ne doit être dû qu'à des boucles de rétroaction négatives, liquidation ou contexte récessif d'ordre dépressif, c'est-à-dire associé avec une baisse de prix significative.
Voilà, vous savez à peu près tout donc sur ces patterns. Je vais vous en donner quand même quelques petits exemples, parce que donc comme on l'a dit, il s'agit de les mettre dans des contextes. Donc par exemple, vous voyez bien ici sur Ethereum hein, qu'il n'y a aucun problème, la valeur de ce truc-là est clairement à la hausse. Hein. Vous n'avez qu'à prendre une régression linéaire, vous regardez, ah bah il n'y a pas de souci, ça monte. Donc la valeur, elle est clairement en train de monter sur ce truc-là, et on a significativement dévié de cette valeur. Hein. On est venu chercher des déviations à la moyenne extrêmement fortes, enfin à la médiane de valeur extrêmement forte. Ce qu'il s'agit de comprendre, c'est donc, on y revoit ici tous les éléments dont on parlait. La moyenne est en chute libre. On est vraiment radicalement en chute libre sur l'Ethereum. Et on est donc bien, après un V-bottom, revenu chercher cette valeur moyenne. Et nous sommes en train de ranger. L'étape suivante, puisque là on est donc toujours sur l'étape 4, sera de reprendre une sortie haussière de ce range pour venir chercher ce qui généralement se trouve à proximité des bandes de Bollinger, c'est-à-dire de la volatilité haute. C'est ce moment-là où on va voir normalement la moyenne s'aplatir. De même que ces fameuses bornes de volatilité. C'est là que se constituera normalement le prochain range, le range de l'étape 5. Puis après, étape 6, repentification de la moyenne qui va réouvrir ces bandes de Bollinger, créant donc le prochaine impulsion, puis les étapes 6, 7, etc. jusqu'à ce que normalement les prix et la moyenne se restabilisent vers une zone qui sera probablement proche de la médiane du range. Donc vous voyez bien que sur Ethereum, on est clairement aujourd'hui en train de constituer cette pattern. En tout cas, on est dans les étapes intermédiaires et l'étape où clairement le narratif va être très disparate entre ceux qui vont vendre pour faire de nouveaux plus bas et ceux qui savent que cette pattern existe et qui vont donc ne pas vendre ici et conserver leurs achats. Atom fait exactement la même pattern, mais est un petit peu plus avancé. Hein. On voit bien ici, sans aucun problème, le même schéma. La valeur est clairement en train de monter. On est en déviance extrême par rapport à cette valeur. On constitue des ranges après un repli à la moyenne avec un V-bottom. Après, la moyenne est complètement verticale. L'étape suivante, c'est donc de sortir par le haut de ce range pour aller chercher la borne de volatilité. Et ce qu'on y voit derrière, donc, c'est que très probablement, la moyenne va s'aplatir, puis se remettre à l'achat pour viser probablement la même zone d'à peu près 50%, qui nous donne grosso merdo à peu près 22 $ sur Atom. On voit bien donc qu'il n'y a pas de souci. Cette pattern, encore une fois, n'est pas associée à 100% de taux de réussite. Je dis juste qu'ici, les conditions ont été réunies. Atom a clairement été liquidé, tout comme Ethereum, et pourtant ces deux actifs constituent pas mal de valeur. Ce qu'on voit, c'est que par exemple, ce n'est pas le cas de tout le monde. Par exemple, Chainlink ne valide pas du tout cette pattern. Malgré le fait que pour ma part, je portais beaucoup d'espoir dedans quand on a touché cette moyenne, le rejet de la moyenne ici avec de très fortes consolidations, hein, ne colle pas avec l'esprit de la pattern. On est retourné dans le bas du range, ce qui n'est donc pas le cas des Ethereum et des Atom. Donc la pattern est toujours potentielle sur ces deux-là, elle ne l'est pas pour ma part sur Chainlink. Donc Chainlink va avoir beaucoup plus de mal à voir les étapes suivantes de cette pattern se mettre en place puisqu'elle a bien rejeté la moyenne jusqu'au bas de range. Monero, qu'est-ce qu'on voit? On a déjà travaillé les moyennes, mais ça n'a rien à voir. Là, ici, on n'a pas du tout la moyenne verticale comme on l'a vu sur les autres. Donc, on n'est pas du tout sur le même actif. Solana, pas de retour à la moyenne. On l'a même rejeté avant même de la toucher. Donc, Solana, pour l'instant, c'est pas bon. On n'a pas le schéma donc, de ce retournement en V avec un retour à la moyenne, un range, le fait de traverser cette moyenne, etc. Avax, même chose. Ça ne marche pas. On n'a pas réussi à revenir chercher la moyenne, etc. Okay, donc il y a bien un ensemble de choses qui doivent être mises en place pour appliquer cette pattern. Tout comme un excès haussier ne se conditionne pas forcément par une stratégie de trading du crack. Il y aura probablement un retour à la valeur pour l'ensemble de ces actifs, les Avax, les Chainlink, les Solana, etc. Mais on ne peut pas appliquer cette dite pattern dans ces schémas-là. Tout comme pour moi, le schéma de crack, de trading des étapes du crack ne peut se faire que si les étapes intermédiaires ont été respectées. Sinon, tout simplement, vous tordez des règles et vous inventez des patterns. Ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas. Encore une fois, pour moi, ça ne veut pas dire qu'Avax ne retournera pas peut-être trader les 50% de son range. Ça veut juste dire que pour moi, les probabilités de réussite à l'application de ces patterns sont bien moindres puisque les étapes intermédiaires n'ont déjà pas été respectées. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. D'un petit exemple quand même, pour vous montrer que ce n'est pas très crypto-centré, ce n'est pas un modèle que j'ai créé sur les cryptos. Ici, par exemple, si je prends le S&P, que je le mets en time frame, 2 semaines, parce que c'est mieux, il me semble que c'est ce qui marchait le mieux. Voilà, si on va en 2008, on voit bien ici, sans aucun problème, les moyennes viennent bien de l'achat, on a bien un actif dont on connaît la valeur, on arrive dans un schéma donc dépressif, ici, d'évaluation des prix plus décroissance économique, se retrouve la moyenne en verticale, le V-bottom, retour à la moyenne, petit travail, retour à la borne de Bollinger, repentification derrière de la moyenne, et tout le monde s'écrase, où ça? À 50% de la baisse.
Donc vous voyez que c'est la même chose. Après, la résultante peut être haussière ou baissière, hein, comme on l'a dit. Une fois qu'on a eu ce retour à la médiane, la valeur va parler. Soit la valeur se renverse, soit on reprend dans la valeur de moyen terme. Mais clairement, vous voyez que par exemple, sur le S&P 500 2008, dans un environnement dont on avait décrit qu'il était favorable, environnement donc, qui n'a rien à voir avec les cryptos et qui n'a rien à voir avec la liquidation. Vous voyez donc que cette pattern est alimentée par des boucles de rétroaction négatives qui derrière conditionnent des boucles de rétroaction positives. Sur les marchés, concrètement, ce que ça donne, c'est souvent donc, ces structures en V-bottom, puis derrière une phase d'aplatissement de la volatilité, généralement sur la zone médiane. Et après, le marché soit repart à la hausse, soit à la baisse. Voilà. Vous savez tout, donc ces patterns à utiliser uniquement dans des contextes de liquidation en cascade. J'entends bien, quand il s'agit juste d'une liquidation, on n'applique pas cette pattern. Il s'agit bien donc qu'il y ait eu une boucle de rétroaction dans laquelle plusieurs répétitions sont clairement identifiables. Hein, il faut qu'il y ait eu plusieurs liquidations et cet effet boule de neige qui auto-alimente le narratif spéculatif, qui va donc derrière se refermer sur lui-même, tout comme dans la boucle haussière, on l'a vu, c'est l'alimentation des émotions extrêmement fortes qui va derrière causer les extrêmes opposés, c'est-à-dire les émotions extrêmement négatives qui vont auto-alimenter la boucle opposée qui fera rebaisser les prix vers la valeur médiane. C'est donc, dans le cas inverse, nous, une boucle de rétroaction positive liée à la liquidation des gens qui vont lutter contre ce marché haussier, qui vont nous causer un retour à la médiane. Voilà donc, vous savez tout de cette pattern maintenant. Ciao, ciao!